don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Jacob Drapeau, bienvenue au podcast. Ben, merci beaucoup, c'est un plaisir. Ben écoute, très content de t'accueillir au podcast. Pour mettre en contexte l'audience, à savoir pourquoi on est ici aujourd'hui, on s'est connecté sur LinkedIn, on était amis, je t'ai contacté, je trouvais ça intéressant de parler justement de ton domaine, le recrutement, la réalité du marché aussi, de l'économie, employé-employeur. On va pouvoir se relancer la base sur ces questions-là, puis évidemment parler de ton background. Ouais. C'est une bonne partie de l'entrevue, ton mindset, comment tu vois l'entrepreneuriat. Fait avant de se lancer justement dans ta firme DRH, parlons justement de ton expérience professionnelle, ton expérience académique. Oui, ben dans le fond, de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Yeah, c'est une bonne question. J'ai quand même pensé à cette question-là, à me dire, bon, jusqu'à où je me rends, qu'est-ce que je vais à l'âge de 5 ans, mentionner. Oui, c'est ça. J'étais déjà passionné des ressources humaines. Je trouvais ça exceptionnel. Non, honnêtement, les ressources humaines, pour moi, ça n'a jamais vraiment été une direction dans laquelle je m'en allais. Okay. En tout cas, jusqu'à récemment quand même. Là, moi, j'avais toujours voulu être un vétérinaire. Okay. C'est sûr, si tu remontes avant ça, je voulais être un joueur de hockey, gagner 12 millions. Bon, ça n'a pas tout à fait fonctionné, mais je suis rentré, dans le fond, au cégep. J'étais dans le collégial 3 là-bas. Yeah. Au hockey. Puis, à ce moment-là, moi, je voulais être un vétérinaire. J'avais déjà fait des démarches. Dans le fond, je suis quelqu'un qui vient du Témiscamingue. Puis, il y avait un vétérinaire là-bas qui, pensait déjà à une relève potentielle. Fait que j'avais déjà une discussion avec. Je l'avais suivi pendant une journée. Je trouvais ça super intéressant. Puis, en débutant le cégep, j'étais à Thetford Mines, je joue au hockey là-bas, c'est le fun. Mais qui dit cégep, qui dit partir de chez vous à 17 ans, dit liberté, dit t'es dans un appartement. Pour rentrer, être un vétérinaire, je pense que ça prend des quotaires de 34-35. C'était assez exceptionnel. Peut-être pas 35, là, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est très, très élevé. Fait que, puis de la manière que les quotaires fonctionnent, une première session où tu rentres, tu es en liberté, tu décides que tu prends ça cool, ça donne une quotaire qui n'est pas super élevée, puis ça fait en sorte que, ultimement, ça te suit pour ton parcours académique complet. Fait que même si par la suite, j'ai eu des excellentes cotes, ça m'a fini à peu près autour de 32. Qui est excellent. Puis 32, c'était pas assez quand même pour rentrer vétérinaire. Puis il aurait fallu que, je prenne un peu une porte par en arrière pour pouvoir rentrer là. Peut-être faire un an d'études universitaires avant dans un programme connexe. Mais dernière année au cégep, dans le fond, j'ai fait un cours qui était un cours un peu plus de finances personnelles. Ils nous ont appris la bourse, ils ont fait des simulations et tout ça. Puis ça m'a parlé au bout. Puis en même temps, il y avait un gars qui jouait dans notre équipe de hockey l'année d'avant, qui était rendu avec HEC, puis qui m'a beaucoup vendu la vie universitaire. Tu vas voir là-bas, c'est cool, c'est de partir, blablabla. Fait que là, finalement, tu deviens quasiment plus attiré par ça. Puis c'est un sujet qui te passionne aussi. Fait que j'ai pris cette direction-là, honnêtement, basée un peu sur un hunch, de me dire, regarde, ça enlève bien moi, les affaires, finalement, ça me parle quand même aussi. Ouais. Fait que j'ai pris cette direction-là, puis honnêtement, j'ai pas regretté. Là, je suis rentré à l'université, je me suis impliqué dans différents assos. Puis honnêtement, première année, je savais aucunement encore ce que j'allais faire. Puis c'est en m'informant, dans le fond, auprès de des profs. Il y a des choses que je savais que je voulais pas faire. Mettons, finance, compta, je savais que je voulais pas faire ça finalement. Non, exactement. Compta, ça a été rock'n'roll pour moi quand même dans les premières sessions. Finalement, j'ai en fait, je vais dire rock'n'roll parce qu'il y a des sujets qui t'intéressent pas, puis il y a des sujets que, je pense que je n'allais même pas à moitié des cours. Fait qu'à un certain point, ça devient difficile d'avoir une progression là-dedans. Mais de fil en aiguille, dans le fond, j'ai parlé avec des profs, puis ils m'ont parlé que les ressources humaines, c'était quand même un sujet, en fait, un domaine qui allait être en demande dans les prochaines années. Puis, le petit côté flair entrepreneurial que j'ai à cet égard-là a fait en sorte que, regarde, c'est un des cours que j'ai le plus aimé. Il y avait management, RH, marketing, que je trouvais super intéressant, mais RH sortait un peu plus comme étant peut-être le pilier qui allait être plus en croissance dans les prochaines années. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que je me suis lancé là-dedans, dans le fond. Fait que, tout ça pour finalement, ensuite de ça, arriver plus sur le marché de l'emploi. Pendant mes années universitaires, je travaillais pour le collectif Brassicole Ensemble. J'étais un peu un rep là, au niveau des bières, ambassadeur un peu de ce brand-là. On faisait les festivalités, tout ça. Puis à un moment donné, ça allait évoluer un peu plus en lien avec mon développement des compétences RH. Mais j'ai pu avoir la chance de faire un petit peu de ressources humaines là-bas. Finalement, après ça, je suis rentré dans l'entreprise familiale là, pour être un conseiller RH, dans le fond. Là. Puis ensuite, devenir consultant en ressources humaines pour une firme RH jusqu'à temps que je décide de me lancer à mon compte, là, de faire le saut
en entrepreneuriat. Ben, c'est le fun de prendre un petit peu le behind the scenes avant de te lancer en affaires. Puis surtout le turning point de savoir, OK, là, je me lance à 100%, puis je pars aussi ma business dans le même domaine. Ça a été quoi l'élément déclencheur, finalement? Pourquoi tu t'es dit, OK, là, c'est le temps, genre? Ouais, pourquoi là, je me lance en affaires? Ouais. C'est sûr et certain qu'il y a probablement plusieurs points majeurs à cette réponse-là. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir une grande liberté d'action. Même quand j'ai travaillé pour des entreprises, j'étais quelqu'un qui avait besoin d'avoir beaucoup de nouveaux, beaucoup de liberté dans ce que je faisais. Je suis quelqu'un qui est créatif et qui a besoin de mettre ces idées-là en place. Fait que nécessairement, si tu n'as pas cette liberté-là, ben je me sentais pas nécessairement bien. Mais j'ai quand même eu des excellents boss. Là. J'ai toujours eu cette possibilité-là quand même. Fait que c'est pas une pique envers eux ou quoi que ce soit. Là, absolument pas. De mon côté à moi, c'était d'être entouré par des entrepreneurs. J'ai une conjointe, dans le fond, qui risque de reprendre la business de son père. Nice. Son père est super impliqué. C'est un entrepreneur à succès qui a son entreprise de plus que 20 ans. Dans la famille de ma conjointe, il y a énormément de business aussi qui sont là. Fait que quand tu es constamment entouré de des gens qui sont des entrepreneurs, tu as un peu ce mindset-là, veux pas, dans lequel tu baignes, qui t'amène à penser de cette manière-là aussi. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est beaucoup ça. Puis il y a également des gens du monde des affaires, au moment où j'étais un consultant en ressources humaines, qui me l'ont flagué, tu sais, qui m'ont dit, tu sais, en passant par ton profil, par qui que t'es, par la qualité du service que tu offres, tu sais, je pense que ça pourrait être une belle opportunité pour toi de te lancer en affaires, tu as des bonnes idées, puis sache que si tu te lances en affaires, on va être là pour te supporter également. Fait que j'y ai dit à ce moment-là, il y a à peu près 1 an et demi, que j'allais faire un shout-out le jour où j'allais pouvoir le faire. Fait que Lauriane Beaulieu, merci beaucoup J'adore. de m'avoir poussé, dans le fond, à faire cette espèce de décision bizarre-là. Clairement. Ouais. Comment tu t'es senti, si on regarde peut-être la première année, là? Peut-être même les premiers mois, là. Ça a été quoi la courbe d'apprentissage? Oui, bien, la courbe d'apprentissage est énorme dans les premiers J'imagine, mois. ouais. C'est assez exceptionnel. J'ai eu la chance, par mon implication dans des assos étudiantes, de toucher beaucoup à du marketing. J'ai été VP communication à cette époque-là, dans le temps qu'il fallait que tu apprennes Photoshop, Illustrator, toute l'équipe. Tu peux demander à Chat. Ben, à cette heure, tu peux demander à Chat ou tu t'en vas sur Canva et tu as 28 modèles déjà faits. C'est quand même vrai. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, avant, il n'y avait pas nécessairement cet accès-là, ou du moins, s'il était là, je le connaissais pas. Fait que j'ai un peu plus appris tous les outils. Des WordPress de ce monde, puis tout ce qui était un peu plus complexe à l'époque de le faire, mais le fait d'avoir appris ça, ça m'a permis justement d'avoir le background de quand je me suis lancé en affaires, de toucher un peu à tout ça, mais il y a beaucoup d'apprentissage à l'égard, tu sais, c'est drôle, une personne qui est en ressources humaines qui va dire ça, mais dans ton approche en ressources humaines, tu sais, il y a bien des contextes légaux de démarrage d'entreprise que tu touches pas du tout, là, que c'est un notaire qui va t'aiguiller, que c'est un avocat qui va t'aiguiller. Fait que, même les comptables, puis je te l'ai dit, j'étais pas super fort en compta à base. Fait que tu t'entoures bien, il y a beaucoup d'apprentissage à faire à cet égard-là. Aussi banal qu'apprendre à faire ta propre tenue de livre, parce que quand tu es en démarrage, tu veux minimiser tes coûts, faut que tu fasses tout toi-même. Fait que tu deviens... On s'est dit qu'il y avait plusieurs chapeaux à un moment donné, ben là, tu y portes vraiment tout jour 1. Fait que tu apprends un peu de tout par toi-même. Puis, mais c'est une super belle expérience. Honnêtement, je pense que c'est ce qui me passionne le plus d'être en affaires, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Là. 100%. Puis tu sais, on est dans notre day-to-day, je pense qu'on ne voit pas nécessairement les heures qui passent parce qu'on travaille pour notre petit bébé, notre entreprise. On nourrit en temps, en énergie puis en argent. Puis on veut sa réussite, son succès, tu sais. Fait que on dirait que c'est plus facile justement de je dirais pas de s'épuiser, mais tu sais, de travailler extrêmement fort. Puis après, bien évidemment, on n'a pas le choix de se mettre des boundaries pour se dire, OK, là, il faut que je prenne du temps off. Ben moi, c'est bon. C'est ça, tu sais, j'ai quand même une conjointe qui est là pour me le rappeler. C'est le fun, mais faut que je prenne du temps off. Parce que... Parce qu'honnêtement, je pense que je suis le genre de personne qui peut devenir un peu trop fou là, dans le nombre de temps qu'il investit dans ses projets. Tu sais, j'ai pas un très bon équilibre de vie, là, dans le sens que quand que je me lance dans quelque chose, je me lance all-in, puis vraiment au détriment de plusieurs autres choses que je devrais continuer de faire. Mais tu sais, je pense que ma conjointe, le fait qu'elle est là, qu'elle me supporte, c'est exactement. C'est un peu elle qui m'équilibre tout ça au travers. Puis en même temps, c'est un petit peu un challenge aussi si on est en relation, puis là, tu démarres, puis tu es dans l'espace de démarrage des premières années. Il y a des sacrifices à faire, c'est sûr. Il y a du temps à investir, puis beaucoup d'apprentissage, puis d'erreurs à vivre. Si tu dis justement, ton capital est limité, donc tu peux pas nécessairement déléguer, mettons, la comptabilité, les finances, le marketing, tout ça.
tu portes un petit peu tous les chapeaux, tu es un bon généraliste au début. Puis je pense que c'est bon aussi. Je pense que c'est essentiel de le faire, surtout si c'est ta première expérience. Parce que tu connais l'implication en temps et en énergie, tu sais. Puis aussi la valeur monétaire à un certain point du travail qui est nécessaire pour tout faire ça. Fait que ça, c'est clair. Oh mon Dieu. Non, absolument. Puis c'était tellement une belle expérience dans le sens que le thrill que tu vis, c'est fou. Là, je veux dire, je suis une start-up encore. Là, c'est une business qui a 18 mois. En croissance. Mais le thrill des premiers mois est vraiment le fun. Moi, je me souviens, premier contrat signé, t'es dans la maison, tu cours, t'es fou, t'es comme c'est malade. C'est une vraie business. Là, ça commence à rouler. Rentre, j'ai officiellement le premier dépôt. Tout ça. Il y a plein de premières fois que tu peux pas nécessairement revivre après, mettons, qui passent super vite. Puis c'est des moments que je repense qui sont juste exceptionnels. C'est du bel apprentissage, puis c'est du bonbon. Là. 100%. Puis tu sais, pour faire une petite parenthèse, j'ai une petite pensée pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes aussi qui se lancent, qui ont été salariés. Juste si on regarde au niveau impôts, quand il est temps de payer tes impôts ou justement payer tes taxes, tes PS, tes vécus, il faut que tu aies l'argent de côté. Là. Des fois, ça peut monter facilement et rapidement en peu de temps ton compte en banque. Mais en réalité, il faut que tu mettes une certaine partie de cet argent-là. Ça a l'air un peu banal ce que je dis, mais on n'y pense pas, on dirait. Puis surtout quand tu es salarié, ton employeur enlève cette partie-là de ton salaire. Fait que tu le vois quasiment pas. Mais c'est beaucoup plus de gestion puis de préparation. Absolument. Puis tu as plusieurs choses à prendre en compte. Ultimement, je pense que j'avais des bonnes personnes autour de moi qui m'ont bien rappelé ces éléments-là. Par le fait que je suis quelqu'un qui se lance en affaires, des fois qui pense pas trop à tous les impacts que ça peut avoir. Je n'avais qui était là pour me dire, oublie pas, t'as tel élément, t'as tel élément, t'as tel élément. Puis je pense que d'être entouré par des entrepreneurs, ça vient avec une richesse comme ça que tu peux pas vraiment oublier. Eux autres en ont fait des erreurs par le passé. Exact. Puis eux autres, sont là pour te donner les petites tapes sur l'épaule en voulant dire, on l'a fait cette erreur-là, puis je vais te le dire pour pas que tu aies besoin de la faire. C'est ça, exact. J'ai vécu un peu ces erreurs-là où j'ai entendu quelqu'un dans mon entourage, puis là, voici les stratégies implantées. Ça, c'est intéressant. Parle un petit peu de ton entourage entrepreneurial. Est-ce que tes parents, tes amis, frères, sœurs, si tu en as, sont dans cet écosystème-là entrepreneurial ou tu es un peu mouton noir? Je te dirais, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette sphère-là. J'ai mon beau-père, évidemment, là, qui est son entreprise, le groupe Vigilance. Puis sinon, d'un autre côté, là, dans le fond, dans la famille de ma conjointe, qui est également plomberie MSM. Nice. Fait que c'est des entrepreneurs qui sont super bien implantés dans la Naudière. Fait que c'est quand même deux super belles entreprises, deux beaux modèles d'affaires. Je te dirais que c'est deux business qui sont familiales au bout. Fait que d'un bord puis de l'autre, c'est dans les opérations, c'est de la famille puis de la famille. Fait que c'est certain que c'est un beau modèle. Puis par le fait que veux pas, il y a toujours une certaine notion, parce que tu te demandes à un moment donné, comme un gars de 27 ans est rendu à son compte dans une ferme RH, puis que ça va bien, veux pas, il faut que tu ailles chercher tes expériences rapidement pour te rendre là rapidement. Puis, moi, j'ai eu une belle expérience au sein d'une entreprise qui est familiale. Puis une opportunité que j'ai eue d'être en charge des ressources humaines là-bas que tu n'as malheureusement pas ailleurs. À un moment donné, tu es privilégié par tes contacts dans la vie, puis ça te permet d'avancer plus vite. Puis je l'ai été. Puis je pense que ça a été un super bel apprentissage. On va pouvoir en parler aussi là, dans la deuxième partie de l'entrevue. C'est beaucoup plus concrètement, on va parler de recrutement. Mais c'est une game de contact. C'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Surtout dans certains domaines, c'est encore plus vrai, mais en général, pour aller développer sa clientèle au début, du moins, il faut que tu développes une certaine réputation, une certaine notoriété. Il faut que tu sois aux bonnes places, aux bons endroits. Les activités de réseautage, c'est un bon exemple. Les choisir, évidemment, là, mais parler aux gens. Puis souvent, quand on est jeune, on a un petit peu la perception de les gens vont venir vers nous pour notre service parce qu'on est le meilleur, tu sais. Pas nécessairement, là, tu sais, pas nécessairement. Faut que tu amènes une valeur avant que les gens t'approchent, là, nécessairement. Faut que tu te fasses connaître aussi, ça fait partie un peu de ça. Oui, puis je pense que le réseautage, mettons, de mon côté, a été la clé du succès là, jusqu'à maintenant. Je suis quelqu'un qui est super impliqué. J'ai été très impliqué dans mon parcours universitaire par les associations étudiantes. Puis ça a un peu mis la table à ce qui s'en venait, dans le fond, au niveau du monde des affaires, de m'impliquer à... Je suis un administrateur de la Chambre de commerce du Grand-Joliette. Je suis un des membres de l'aile jeunesse de la CCM, dans le fond, qui est la Chambre de commerce de Mascouche-Terrebonne. Je suis un administrateur du regroupement des gens d'affaires de la Valtrie aussi. Fait que, je pense que
quand tu donnes de ton temps pour la communauté d'affaires, à un moment donné, la communauté d'affaires te redonne d'une certaine manière. Puis au-delà d'être une manière de se faire connaître, c'est une manière de t'investir dans la communauté d'affaires. Tu sais, moi, je suis un passionné par les affaires de tout genre. Puis mon plus grand désir, c'est d'avoir un impact. Mais fait que j'essaye de faire ça dans mon quotidien. Mais quand tu as cette mission-là un peu envers toi-même puis envers cette communauté d'affaires-là, ben, à un moment donné, c'est pas le genre de choses que les gens ne voient pas. Puis le fait qu'ils les voient, mais ça fait en sorte que quand ils ont besoin d'avoir un service, ils vont aller vers ceux qui redonnent à cette communauté-là souvent. Puis c'est important d'avoir un impact dans la communauté, justement. Puis pas dans l'optique de vouloir en retirer des ventes ou un bien ou peu importe. C'est vraiment de le faire pour aider l'autre. Puis ça se ressent aussi quand quelqu'un n'est pas authentique. Ça se ressent absolument. C'est super évident. C'est drôle, là, moi je suis rentré avec la chambre de commerce du Grand Joliette. Puis ma mission, c'était qu'il y ait une plus grande équipe. Moi, je suis un gars qui est passionné par la croissance. Faut-moi pourquoi, mais moi, c'est comme il faut que la business ça devienne de plus en plus grosse tout le temps. Ouais, c'est un peu tout le temps mon mot d'ordre, quoi que des fois. C'est plus rentable si tu décides de peut-être faire l'inverse puis d'optimiser ton processus. C'est tout ça à court terme. Mais moi, on me dirait que j'ai tout le temps eu un peu... j'ai tout le temps été en mode croissance. Puis par croissance, ben, c'est d'avoir des employés de plus et tout ça. C'est sûr que j'ai le côté RH qui vient avec. Oui. Mais non, moi, ça a toujours été ça. Jour 1, je suis rentré avec la chambre de commerce. C'était comment qu'on peut faire grandir l'équipe, comment qu'on peut aligner notre plan d'affaires pour avoir des meilleurs services aux membres. C'est cool, ça. Fait que tu t'oublies un peu là-dedans qu'il y a des bénéfices pour ton entreprise au travers. Tu es investi pour un organisme que tu prends à cœur. Puis moi, dans le fond, ça a vraiment commencé avec Joliette, la sphère d'affaires là-bas. Je voulais redonner à eux. Puis c'est la sphère d'affaires qui me redonne encore le plus à ce jour. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Puis je veux dire, les groupes de réseautage, je fais partie, évidemment, je fais des événements un peu par-ci par-ça, cocktails, 5 à 7, classique, mais je fais partie d'un club là, de réseautage, un style BNI, mais beaucoup moins conservateur. Je trouve que les BNI, c'est un petit peu strict. Il y a une formule, il y a une template. Je l'ai essayé, c'était pas à mon goût. Fait que j'étais allé voir un autre club qui s'appelle le Club Distinction. On est peut-être une vingtaine de personnes. C'est super. On fait des déjeuners aux deux semaines. Mais, tu sais, mis à part les contrats potentiels que tu peux aller chercher, c'est beaucoup plus la motivation, l'inspiration, la collaboration que tu vas aller chercher. De se lever tôt le matin, d'aller voir ces gens-là, d'aller brainstormer sur des problématiques de notre business, sur des opportunités, puis de revenir au bureau après, t'es comme... tu pètes le feu puis tu as hâte de croître, puis ça fait du bien de se connecter avec ces gens-là. Des gens qui ne sont pas nécessairement dans le même business, mais qui comprennent les réalités d'être en affaires. C'est le fun. On a besoin de ça, je pense. Oui, puis juste le fait d'avoir des discussions ouvertes avec des gens comme ça dans la vie, ça t'amène vraiment plus loin. Au-delà des réseaux de contacts que tu fais, c'est par des discussions, puis c'est un petit conseil anodin qui va venir de quelqu'un que tu as rencontré, puis à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui va te dire « Hey, tu m'as parlé que tu avais peut-être la difficulté avec ton financement, ben tu t'es-tu informé avec ta SADC? Il y a des programmes pour des marges, puis il y a du monde qui arrive avec des conseils, puis avec de l'information que tu connais tout simplement pas, puis c'est ton réseau de contacts qui te permet d'avoir ces opportunités-là. Puis tu sais, c'est ça. Puis pour finir sur ce sujet-là, dans le sens, des fois, on vit une problématique que tu penses que c'est un peu critique, là, c'est très important, puis c'est difficile à trouver une solution, puis finalement, tu vas avoir, comme tu dis, une discussion anodine avec un autre entrepreneur. Il va te dire « Hey, je connais quelqu'un peut-être qui pourrait t'aider » ou « T'as-tu déjà pensé à faire ça? » C'est comme « Hey, des fois, tu vas mon Dieu, ça fait tellement du sens ce que tu dis. » OK, oui. Exactement. Ben oui. En règle générale, prendre le temps de jaser aux gens, que tu sois un salarié ou un entrepreneur, ou peu importe, d'être intéressé aux autres, il y a toujours une valeur ajoutée. Ben absolument. Pour vrai, là. Mais ça, tu peux pas le faker, dans le sens que tu peux pas faker d'être intéressé aux autres. Ça apparaît, t'auras pas la discussion, ça se voit, c'est une discussion qui est pas intéressante ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est évident, mais fait que je pense que tu as sorti un bon mot qui s'achète pas, puis c'est la passion pour ce que tu fais, puis c'est la passion pour le monde des affaires. Puis c'est un point commun des gens qui ont du succès, selon moi. Oui, puis ce que j'ai remarqué aussi à force de rencontrer des gens, c'est que tu peux pas comme être ami avec tout le monde, certainement. Dans le sens où il y a des gens, des fois, que c'est l'énergie n'est pas la même, le fit n'est pas là, ou peut-être qu'il y a une mauvaise passe dans sa journée, peu importe. Puis c'est correct. Faut pas être dans la haine par rapport à ça. Mais oui, puis ça me grince les dents quand je vais dans des activités de réseautage, un petit peu moins ces temps-ci, mais dans mes débuts, je voyais souvent des gens qui passaient des cartes d'affaires en quantité. Mettons qu'il y avait un stack de, 20 cartes. Puis son objectif, c'est de passer 1 minute par personne, le plus efficace, passer sa carte d'affaires.
Ça, c'est comme un peu envoyer genre 50 DM LinkedIn, là, avec aucune personnalisation ou aucune valeur ajoutée. Ça amène malheureusement pas à grand-chose de faire. Il y a tout le temps des opportunités qui sont le fun de distribuer des cartes d'affaires. Je pense à des soupers tournants où tu as l'opportunité de le faire, puis c'est très... Souper tournant, c'est quoi ça? Ben, en fait, c'est un speed dating entrepreneur? Ben, exactement. Dans le fond, t'es comme 10 personnes pour ton entrée, 10 personnes pour ton... Exactement. Sure, makes sense. Ça te permet de te présenter, puis là, ben, tu distribues tes cartes d'affaires. Il y a cette formule-là qui est intéressante pour le faire, mais dans n'importe quel autre contexte, que tu es dans un 5 à 7 d'affaires, si la discussion amène vers ça, à ce moment-là, tu sors la carte d'affaires, tu la donnes. Ah, 100%. Mais effectivement, ça m'est arrivé à plusieurs occasions, des gens qui arrivent, qui disent « Hey, salut, moi, je suis telle personne, je fais telle affaire, voici ma carte d'affaires. » Dans 100% des cas, mettons, il n'y a aucune rétention de l'information qui est faite. Non, 100%. En tout cas, c'est vraiment un bon truc qu'on pourrait te donner aussi pour quelqu'un qui se lance au tout début, du moins, puis de se démarquer de cette manière-là. C'est de tisser des contacts qui sont réels. Puis, on dit qu'on peut pas être ami avec tout le monde, effectivement, mais c'est drôle parce que les gens des affaires, c'est des gens que je vois beaucoup plus que mes amis à l'extérieur du travail. Oui, c'est vrai. Puis à un certain degré, c'est vraiment rendu mes amis. Là, c'est du monde que j'ai hâte. Oh, sure. J'ai vraiment une conjointe que des fois, elle me dit hey, « t'es super occupé ». Puis moi, je me dis, dans ma tête à moi, je suis comme « mais je m'en vais un 5 à 7 mardi, je m'en vais un 5 à 7 jeudi, je m'en vais chiller, je m'en vais avoir du fun, c'est le fun ». Fait que quand t'aimes ça, t'es avec du monde que t'aimes aussi. Je me dis, je m'en vais jaser avec Paul, ça va être malade, je vais avoir une belle soirée. Fait que t'es pas vraiment dans une dynamique où tu sens que tu travailles, t'es plus dans une dynamique où tu t'en vas passer une soirée avec tes amis. Puis je pense que c'est là que les liens que tu tisses t'amènent à un autre niveau. Là. 100%. J'adore ce petit segment qu'on a parlé. C'est tellement important aussi. C'est le fun parce que notre audience, comme je t'avais expliqué, c'est du 25-35, des jeunes professionnels qui se lancent. Puis qui sont curieux à savoir se lancer en affaires ou développer sa business à un autre niveau. Fait que ça, c'est super intéressant d'avoir ce contexte-là. Parlons de recrutement. Puis précisément, la firme en ce moment, votre clientèle que vous faites affaire, vous avez plusieurs niches, mais je sais que tu étais ouvert quand même à plusieurs profils. Fait que parle-moi un petit peu de votre portrait de clientèle. Ouais, ben oui. Écoute, dans le fond, là, c'est sûr que nous, le recrutement, c'est un service parmi l'offre qu'on a. On est une firme qui se veut un peu plus une firme qui est généraliste, dans le fond. Puis, on a plus une mission de, offrir des mandats qui sont ponctuels par le recrutement, mais beaucoup plus une mission d'être un partenaire au quotidien de notre clientèle. Je pense que par l'expertise qu'on a, par le fait qu'on a une offre qui est variée, quand on parle de recrutement, par exemple, on est capable de faire une bonne analyse de tu as un besoin de recrutement présentement. Si tu fais affaire avec une firme à l'externe, il y a une raison. Puis souvent, la raison, c'est que tu n'es peut-être pas capable d'avoir une attraction qui est suffisante de ton côté. Tu n'as peut-être juste pas la personne ou le temps non plus qui est à l'interne également. Fait qu'il y a toujours ça. Fait que tu viens nous voir. Notre but, c'est de trouver la bonne personne, mais notre but, c'est également de t'accompagner. Est-ce que ton offre de rémunération globale est compétitive? Est-ce que tu es prête à recevoir la personne que je vais embaucher pour toi? Est-ce que tu as un programme qui est mis en place pour l'intégration de cette personne-là ou non? As-tu besoin d'aide à cet égard-là? Fait qu'il y a plusieurs follow-up que, oui, faire une embauche, ça a l'air beau, mais il y a bien des choses à préparer puis il y a bien des choses à penser en amont. Si je fais affaire avec toi pour un recrutement, mais que ta marque employeur est 0, il n'y a pas de photo sur Google, il n'y a pas de site web, il n'y a pas rien, mais j'ai beau aller trouver dans ma chasse de tête les meilleurs candidats possibles, ça se peut mais qu'ils voient l'offre globale de l'entreprise, ça leur parle pas bien. Fait que il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut aller travailler avec les entreprises. J'aime ça. En termes des entreprises avec qui on travaille, c'est sûr qu'on travaille plus avec de la PME, des organismes qui sont de plus petite envergure également. Pourquoi c'est un peu plus notre core business? C'est relativement simple. On est nous-mêmes une start-up, ça fait 18 mois qu'on existe. Nice. Puis initialement, j'ai toujours une mentalité de ne pas aller cogner à la porte des plus grandes entreprises tant et aussi longtemps que tu n'as pas le manpower pour pouvoir desservir ces gens-là. Parce que suffit que tu mettes le pied dans la porte une fois, puis finalement tu ne livres pas, puis c'est fini à vie. Donc, le but, c'est d'y aller graduellement avec des plus grandes entreprises puisque les grandes entreprises, ils ont normalement des besoins plus élevés en termes de temps. Puis, il faut que tu sois capable de répondre à ces besoins-là le jour où tu rentres avec ces entreprises-là. Fait que je te dirais que c'est beaucoup de la PME de pas mal n'importe quelle industrie. On discrimine pas beaucoup. En fait, on s'oblige à développer une expertise dans plusieurs industries. Ce qui est quand même bénéfique pour nous, là, je dirais. En termes d'une entreprise qui se veut être généraliste, ça permet d'apprendre dans plein de contextes différents. Oui.
Puis j'adore le fait aussi que vous avez une approche un petit peu plus globale, au-delà du placement de candidats. Mhm. Puis je me demande, en 18 mois, c'est sûr que c'est early, mais je suis sûr que tu as déjà vu peut-être dans ta compétition des mauvaises pratiques. Puis je crois que dans ce domaine-là, puis dans différents domaines, les recruteurs, il va y avoir des recruteurs un petit peu shark, là, un petit peu plus axés vers la vente et non l'accompagnement, l'entraide, le long terme, plus sur le short term. Qu'est-ce que tu voyais qui était comme, OK, ça, c'est pas dans cette lignée-là qu'on veut développer notre film? Est-ce que tu as vu déjà des red flags? Tu disais, ça marche pas, là. Écoute, c'est sûr et certain que... règle générale, les firmes que je suis, la compétition que je regarde, c'est les meilleurs. Fait que je regarde pas tellement, je me compare pas à ceux que je considère qui font pas un bon travail. Puis c'est pas des gens que je regarde. Fait que ça serait de mentir de dire que je les ai réellement vus. Ouais, je comprends. Je me compare avec, puis là, je veux pas dire leur nom, pas leur faire de non, 100%. Là, mais je me compare vraiment avec les plus grands joueurs du Québec. Sure. Okay. Ceux qui sont rendus gros en termes d'équipe, mais qui sont capables d'avoir une proximité terrain avec les entreprises encore. C'est beaucoup plus dans une optique comme ça que je veux développer. Fait que oui, il y en a probablement là, qui sont 100%. Moins dans l'accompagnement, qui vont faire moins mon travail. Je pense que il y a des gens qui sont capables d'avoir un succès à court terme avec des méthodes de travail comme ça, mais je pense que les firmes qui font du bon travail vont venir à les éclipser un jour, puis la clientèle va s'en rendre compte de par eux-mêmes. Oui, 100%, ça va se faire savoir, puis peut-être que justement en court terme, tu vas faire un gros coup, peut-être monétaire ou un gros boom dans ta business, mais je pense qu'un vrai entrepreneur authentique veut la longévité, même si à court terme, tu as des contrats qui sont peut-être un peu moins payants, ou peu importe. Mais puis moi, dans mon entreprise personnelle, dans mon domaine, la compétition, oui, c'est une compétition, mais c'est plus une compétition. Je sais pas si tu connais le terme. C'est ça, c'est collaborer puis coopérer avec ces autres, mettons, agences marketing, toi, avec les autres firmes. Dans le sens, je sais pas, j'ai une firme qui se niche en placement de candidats pour des usines, pour de l'industriel, pour de la comptabilité, peu importe. Ben, OK, moi, je suis pas vraiment dans ce créneau-là. Je vais t'envoyer cette personne-là que je fais confiance. Ça, c'est le fun, je trouve, plutôt que de se dire non, je le garde à tout prix, puis je vais accepter peu importe le mandat. Non, exactement. Puis je pense que la plus grande erreur qu'on peut faire, c'est d'accepter de prendre un mandat pour lequel tu n'as pas les compétences pour, parce que au final, tu vas te ruiner. Puis par ruiner, je veux pas dire financièrement, mais je veux dire ton image de ton entreprise, ce que tu dégages de notoriété. C'est à peu près la pire erreur que tu peux faire. Fait que, ça m'est arrivé souvent dans mon parcours de dire à des clients, ben écoute, c'est super intéressant, c'est un projet qui est super intéressant, mais écoute, présentement, j'ai pas le temps. Sure. Fait que on peut le commencer peut-être dans un mois si jamais c'est un besoin qui est encore présent. Puisque, tu sais, dans une croissance, le facteur qui a été le plus limité par, c'est ton temps. Le temps, il en manque tout le temps. Puis des fois, tu as des périodes où là, il y a beaucoup de temps libre, mais les mandats sont pas toujours alignés avec la charge de travail, tout ça. Mais tu sais, c'est de toujours être très transparent avec les clients. Je pense que moi, comme entrepreneur, ce que j'apprécie le plus, c'est des gens qui sont transparents avec moi. Même si tu n'as pas une bonne nouvelle, même si tu peux pas le faire finalement, même si va falloir que tu passes par chemin X, Y, Z pour te rendre là, puis c'est pas préférable. Mais si tu es transparent avec moi, je vais toujours apprécier. En fait, je vais l'apprécier beaucoup plus. Puis, je me suis toujours dit, je vais bâtir un peu une compagnie comme j'aimerais me faire servir par quelqu'un. Au niveau de tes valeurs aussi, tu te représentes à ton image. Oui, je pense que c'est d'être intègre, d'être honnête, de ne pas avoir peur de dire les vraies choses aux gens. Ça prend du courage quand même, des fois, de dire les vraies choses. Puis c'est pas tout le monde qui le fait. 100%. Puis je prends l'erreur sur mon dos un peu ou... Ben oui, mais tu sais, je suis vraiment quelqu'un, mettons, qui est très intègre, qui est très honnête avec les gens, puis qui n'a pas peur de dire ce qui est difficile. Fait que j'ai ce courage-là, mettons, d'aller au front, puis d'être super imputable par rapport à ce qui se passe. Puis je pense que c'est une des choses qui me donne du succès jusqu'à maintenant. C'est clair. Non, c'est clair. Puis on parlait de longévité, c'est une des meilleurs ingrédients pour un succès, là, ça c'est sûr. Puis je me demande aussi, ces valeurs-là, ça doit aussi s'imprégner à l'interne dans tes employés, dans ton équipe précisément. Fait que je me demande comment tu sélectionnes, parce qu'évidemment,
mis à part tes services, tu places des gens dans les entreprises, mais à l'interne, comment tu sélectionnes les bons candidats pour toi? La bonne personne. Je suis quand même curieux. Qu'est-ce que tu regardes chez un profil? Oui, c'est une excellente question. Merci. T'es bon. Écoute. Écoute, je dirais que ça va dépendre exactement de ce qu'on a besoin à différents moments. J'ai quand même la chance d'avoir fait une acquisition d'un compétiteur qui venait avec ses employés. Fait que, quand tu as quelqu'un qui rentre avec ses employés, veut pas, je veux dire, tu rentres avec des gens qui ont un bagage d'expérience qui est énorme, mais qui arrivent quand même avec leur propre vision, leur propre mission, leur propre valeur, qui sont dans une entreprise qui est implantée, ça fait 20 ans, c'était pas une start-up, c'est super bien implanté, tout est beaucoup mieux structuré que nous présentement, encore à ce jour. Fait que tu arrives avec des gens comme ça, puis leur monde se fait un peu chambouler. Fait que tu sais, il y a cet aspect de sélection-là où là, c'est plus ferme DRH qui s'est adapté au profil qui ont intégré. Mais sinon, au stade qu'on est présentement, c'est d'aller chercher des gens qui viennent de différents milieux. Honnêtement, moi, ça, c'est ma priorité numéro 1. Là. Milieu professionnel, tu veux dire? Pas nécessairement milieu professionnel, parce que c'est sûr, ça me prend des experts en ressources humaines. Mais quand que je parle plus là, de différences ethniques, différences culturelles, si tu viens d'ailleurs, j'ai eu une chance de faire un embauche d'une Française qui est au Québec, ça fait 1 an. Puis, honnêtement, pour moi, c'est une superbe valeur ajoutée parce qu'en France, ils font définitivement les choses différentes d'ici. Puis, ça me permet d'aller voir un peu dans son bagage d'expérience en France. Ce qui est fait en France et ce qui est fait ici, c'est différent, mais ça permet d'avoir une vision différente des ressources humaines. Ça permet d'être créatif dans notre approche. Puis, je pense que le mot d'ordre pour avoir beaucoup de succès dans les prochaines années, c'est d'être capable de s'adapter au changement, c'est d'être capable d'être innovant. Puis, pour être innovant, ça te prend une équipe qui est diversifiée. Puis une équipe diversifiée permet aussi, si on prend l'exemple justement, excuse-moi, de la personne française, peut placer une personne qui est française ou française justement dans une entreprise, il y a une certaine complicité, une connexion qui peut être faite là, sans vouloir l'être, qui est le fun, de se faire accompagner avec quelqu'un peut-être qui nous comprend un peu mieux, un petit peu plus relatable, le dialecte est plus précis par rapport à ça. Fait que je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée aussi, de faire un meilleur placement, un meilleur lien avec le candidat. Là. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, ce qui est super intéressant pour nous à l'interne, c'est d'avoir des gens qui ont des backgrounds différents. Yes, c'est sûr. C'est, comme je dis, c'est la grande valeur ajoutée. C'est beaucoup à cet effet-là de se dire les ressources humaines vont être en constant changement dans les prochaines années. Je veux dire, il y a les AI qui arrivent en force, puis il y a bien des tâches que nous, on faisait, du moins que les firmes RH faisaient avant, qui sont appelées à probablement disparaître. Là, que les gens vont être capables d'être plus autonomes par rapport à ça. Fait que comment qu'on se réinvente, puis comment qu'on innove, c'est avec des équipes qui sont multiculturelles. J'aime ça. Définitivement. Parlons un petit peu du côté employeur. Qu'est-ce qu'un employeur en 2025... c'est quoi ses requirements là, au niveau de ses candidats? Là? C'est quoi les baselines? Puis on va revirer la question au niveau du candidat aussi après. OK. Qu'est-ce qu'un employeur va rechercher pour un candidat? Oui. Oh my God, je te dirais que... Puis je vais dire celui qui est pour moi il est évident, là, c'est de la stabilité en emploi. Une loyauté? C'est quelqu'un qui est loyal. Wow, OK. C'est quelque chose qu'on voit malheureusement de moins en moins par le marché de l'emploi qui est compétitif au bout, ce qui est une bonne chose, parce que ça fait en sorte que les employés sont capables d'aller chercher des bonnes conditions de travail. Mais ça vient beaucoup avec des gens qui, du moment qu'ils ont un petit conflit, ils décident de changer d'emploi. Au lieu de travailler pour le régler. Puis il n'y a pas vraiment de fidélité chez certains profils. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi pour un candidat non plus. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais je parle que le point majeur au niveau du recrutement qui est mentionné par les employeurs en tout temps, c'est qu'on cherche quelqu'un qui a démontré une certaine fidélité. Qui veut rester dans l'entreprise, qui veut monter, s'impliquer. Exact. Qu'est-ce qui cause dans la plupart du temps, qu'un candidat quitte une entreprise après X nombre de temps? Il peut y avoir plusieurs facteurs. Mais ça peut pas être juste financier, j'imagine, parce que quand on aime notre poste et on aime notre situation... Je dirais que financier, bon, oui, c'est une raison comme une autre, mais tu sais, tout ce qui est financier,
c'est peu importe tu gagnes combien dans la vie, c'est ta source de frustration numéro 1 tout le temps. Parce que je te donne une augmentation présentement qui est l'augmentation que tu voulais, je te donne 10 000 de plus là. Tu vas adapter ton mode de vie avec ton 10 000 de plus, puis l'année d'après, tu vas pas accepter juste 2 000 de plus. Tu vas te dire, ben là, tu m'as donné 10 000 l'année passée, fait que là, faut que tu me redonnes 10 000. Tu sais, moi, j'ai déjà anticipé que j'allais avoir 10 000. Fait que la rémunération, souvent, c'est d'y aller. En fait, c'est important pour les employeurs de comprendre ça, que la rémunération n'est pas... c'est un bon outil de rétention, mais c'est pas un outil de fidélisation. C'est un outil de... Puis par fidélisation, je veux dire un employé qui est mobilisé au travail. La rétention, ben, c'est un peu ce qui fait en sorte que la personne va rester. Ça prend un bon salaire, tu restes. Mais si tu restes juste pour ton salaire en poste, c'est la seule chose qui fait que tu restes dans ton emploi actuel. Est-ce que ça fait de toi un bon employé au travail? C'est une bonne raison de rester? Ou bien si tu restes parce que tu es dans un milieu qui offre un bon développement des compétences, tu es mobilisé par ton équipe, par la mission de l'entreprise, tu y crois au bout, ben ça, c'est des raisons qui font en sorte que tu es fidélisé. Tu sais, un employé qui regarde juste le salaire au bout de la ligne, ben tu vas le remarquer aussi dans ses habitudes de travail souvent, il va peut-être moins s'impliquer. Il va peut-être, bien évidemment, c'est normal, là, mais respecter son contrat de travail, mais être très, très strict. J'avais souvent un sujet que je discutais dans mes anciennes entrevues quand on parlait de recrutement, c'était le quiet quitting. Terme qui est moins utilisé, là, mais pendant la pandémie, ça roulait. Fait qu'un employé, justement, qui a un contrat de travail 9 à 140 heures, que peu importe la situation, que son employeur lui demande, peux-tu rester une heure de plus pour faire tel... Non, dans mon contrat, je quitte, puis je quitte à 5, puis j'arrive à 9. Tu vois ce que je veux dire? J'arrivais pas d'avance. Puis mon collègue a besoin d'aide. Une très, très, très ferme du contrat de travail. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ça, justement, c'est un bon exemple de des gens qui ont peut-être moins la mission à cœur, l'implication, etc. Mais tu sais, pour bâtir de la bonne implication des employés, encore une fois, il y a des gens qui vont... Il y a des employeurs qui vont dire à cette heure, le monde ne sont vraiment pas impliqués, ils veulent juste rentrer de 9 à 5, ils veulent ci, ils veulent ça. Mais est-ce que toi, tu t'es posé la question? Mais est-ce que toi, tu t'es posé la question? Ouais. Est-ce que moi, j'offre un environnement de travail qui est propice à créer de quoi de différent que ça? Fait que c'est une... Je pense que, bon, les anciennes générations, c'était plus inné, c'était plus ancré peut-être d'avoir une certaine méthode de travail, de se donner à job, tout ça. Tu sais, je pense que c'est bien connu. Mais je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui, tu sais, c'est facile de dénoter des torts, mais si tu fais rien pour améliorer ton sort, selon moi, t'es pas vraiment dans une direction en train d'avancer. Non, 100%. Puis c'est un bon point que tu as mentionné. Si on regarde nos parents, puis évidemment nos grands-parents, ben c'était une situation qu'il y avait moins d'opportunités d'emploi. Exact. Fait que les tendances étaient que ton boss avec le plus gros bout du bâton. Aujourd'hui, ben, c'est des employés qui ont plus de flexibilité, qui ont accès à justement des offres d'emploi beaucoup plus variées, des situations, des environnements beaucoup plus intéressants. Fait que si tu as un modèle d'entreprise un petit peu trop très classique, très, très conservateur, j'ai pas vraiment la mission de ton entreprise sur le chest. Fait qu'il faut reverrer la situation. On est tous des humains, les employés. Oui, ils sont là pour le paycheck, mais ils sont là aussi pour... Ils veulent s'impliquer nécessairement. S'ils aiment l'entreprise, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi aussi peut-être ton poste ou ton entreprise en tant que telle. Je peux pas croire que quelqu'un rentre juste dans une entreprise que seulement pour le salaire, parce que je veux dire, tu passes la majeure partie de ta vie au travail. Faut que tu aimes ce que tu fais. Là, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y en a qui le font uniquement pour cette raison-là. Là, mais c'est souvent dans ces cas-là que les gens sont pas heureux en emploi. Ils sont épuisés. Puis ils resteront pas. Non. Parce que si t'es pas dans un milieu de travail qui te rend heureux, je veux dire, d'essayer de trouver un emploi dans lequel tu n'as pas l'impression nécessairement que tu travailles dans ton day-to-day, c'est un peu une priorité numéro 1 que les gens essayent de retrouver maintenant. Puis si en tant qu'employeur, tu n'es pas capable d'offrir ça à ton employé, tu vas avoir de la difficulté à le fidéliser. Le meilleur indicateur de ça, je trouve, là, pour savoir si tu aimes ou tu n'aimes pas ta job, tu le sens à l'intérieur, mais est-ce que tu vois le temps passer ou tu le vois pas? Est-ce que tu checkes l'heure, l'horloge, honnêtement? À chaque 30 minutes, ton 8 heures, est-ce que tu le files comme un 16 heures ou comme un 4 heures, t'sais? Fait que ça, c'est intéressant à savoir, puis on reparle tout souvent de ça dans le podcast encore une fois, mais le fameux exemple justement de certains fonctionnaires qui travaillent au gouvernement qui disent il me reste X nombre d'années, puis des fois ils ont des applications pour dire le clock là, jusqu'à retirement, puis le fonds de pension, puis ça, je trouve ça triste. Dans le sens, t'attends la fin de ton chiffre, mettons, c'est comme si t'étais en prison, puis t'attends d'être sorti. Puis après, l'argument, c'est comme, mais je vais avoir de l'argent, évidemment un salaire par année qui va être payé, puis sans travailler, à ta retraite. Mais c'est comme,
si tu n'as pas appris à vivre puis à développer tes passions avant, tu le feras pas plus tard. Là. Tu vas te tourner les pouces. Là. Je m'excuse, là, mais tu n'as aucune assurance que tu vas être en santé physique et mentale. Là, on tombe dans un autre sujet, mais je trouve ça quand même triste. Il y en a plusieurs qui ils font ce choix de carrière-là, puisque comme je disais tout à l'heure, pour avoir une certaine rétention, il y en a qui sont bien là-dedans. Il y en a qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir plus, puis qui trouvent leur bonheur là-dedans, qui sont capables d'aller chercher des belles conditions de vie dans le sens où, exemple, quelqu'un qui est fonctionnaire, mais qui tripe sur le golf, puis que lui, dans le fond, ce qui le passionne réellement, c'est le golf. Puis peu importe quel emploi, ben, c'est le golf qui le passionne, puis un emploi, ça le passionne pas tant. Lui, il est fonctionnaire et il a trouvé le moyen de finir à 2 heures à chaque jour, s'en va jouer au golf, puis il est vraiment heureux. Son travail lui permet de faire ça. Fait que, c'est un peu un exemple qui est bon dans un certain sens, mais qu'il y en a qui vont décider, en fait, d'être fonctionnaire pour justement les autres avantages qui viennent avec, parce que le travail ou d'être mobilisé au travail, c'est peut-être pas numéro 1. Pas du monde qui vont trouver que leur travail, c'est le plus fou puis que c'est le plus intéressant et tout ça, mais c'est pas des gens qui sont passionnés par travailler de base. Tu amènes un bon astérisque parce que nous, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est biaisé parce qu'on adore ce qu'on fait puis on a choisi. C'est pas pour rien qu'on s'est lancé là-dedans. On ferait pas autre chose. Mais 100%, il y a des gens justement qui se trouvent une carrière, qui sont peut-être pas passionnés par le travail, mais justement qui ont une vie personnelle qui est remplie d'activités, une vie familiale qui est vraiment pleine. Puis après, ben c'est un besoin aussi de répondre à ça. Mais tu sais, j'ai quand même la pensée du genre que tu reviens du golf, je sais pas, le dimanche, puis tu sais que tu rentres à 9h le lundi. Ça te tente pas est-ce que tu as un écart de jouer au golf? Right? Je comprends c'est un peu comme t'attends la fin de semaine. Ben, c'est un peu means to an end. C'est un peu, c'est ça. Je travaille pour aller au golf. Je travaille pour aller au golf. Mais tu sais, on vit dans un système qui fonctionne comme ça aussi. Fait que, à un certain sens, tu n'as pas vraiment le choix de t'adapter à ça. Sinon, ben, tu n'es pas capable d'aller chercher les avantages que tu veux. Fait que le système est bâti comme ça. Fait que, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement heureux et mobilisés dans leur travail? Absolument. Il y en a qui le font pour pouvoir arriver à leur fin sur d'autres choses. Pour aller chercher des moyens financiers. Puis comme je disais, le salaire demeure un levier de rétention. Puis le gouvernement, ben, pour ces postes-là, était capable de l'utiliser pour garder les gens. Là. Oui, puis c'est pas pour dégrader le métier des fonctionnaires. Là. Je veux dire, il y a des gens qui sont extrêmement bons, qui adorent ce qu'ils font aussi. Là. Non, exactement. Puis je le comprends vraiment bien que tu parlais plus du monde que c'est pas ce cas-là. Parce que c'est souvent ça, c'est ces histoires-là qu'on le voit qui sortent le plus souvent que quelqu'un qui adore sa job, malheureusement. Mais le négatif propulse plus que le positif. Puis on va y aller vers le côté candidat. Fait que j'ai l'impression que notre génération, si on regarde Gen Z, Millennials, les milléniaux, on regarde plus, oui, évidemment, le salaire, encore une fois, mais la flexibilité. Fait que travailler à distance, depuis la pandémie, ça a vraiment explosé. Les gens veulent soit 100% ou moitié-moitié. Je pense qu'il y a 2 camps là-dedans. Est-ce que tu vois que, justement, tu as des candidats qui demandent vraiment, je prends pas un poste s'il n'y a pas de possibilité de travailler à distance? Oui, il y en a beaucoup. Là. C'est comme un critère. C'est un critère numéro 1. Parfait. Les employeurs qui n'offrent pas du tout du télétravail, mettons, c'est tout le temps des mandats qui vont être plus difficiles. On le sait déjà d'avance. C'est sûr que si c'est un poste de mécanicien, faut que tu sois là pour... à un certain degré, je veux dire, évidemment, il n'y aura pas de télétravail. Faut changer les pneus, pour les postes administratifs, c'est sûr et certain quand il n'y a pas de télétravail à faire. Ben, c'est que pour des candidats aussi, c'est que ça en dit gros sur de la manière que ça fonctionne là-bas. Puis il y a beaucoup d'employeurs, d'entreprises qui ne peuvent pas offrir du télétravail parce que leur virage numérique n'est pas complété encore. Aussi, c'est vrai. Puis il y a des candidats qui ne veulent pas travailler dans un environnement où le changement numérique n'est pas effectué au complet. Fait qu'il y a plusieurs, points de cause à effet là-dedans. Mais définitivement, il y en a qui ne veulent pas travailler dans un environnement où c'est à 100% en présentiel. Ou bien, si c'est 100% présentiel, il faut que ce soit proche de leur domicile. Parce que la majorité du monde, le but du télétravail, c'est de pouvoir être plus rapidement dans leurs affaires sauver après, du temps. pouvoir répondre à leurs besoins. Exactement, sauver du temps. Pour un exemple comme ça, justement, pour peut-être la comptabilité ou l'administration, des tâches qui peuvent se faire très, très bien à distance, un patron qui n'offre pas ça, c'est justement, OK, oui, il n'y a pas eu de transition numérique, mais peut-être aussi qu'il y a une problématique de micromanaging, de savoir, parce que j'ai peur que mon employé me vole des heures. Je veux contrôler absolument quand il est au bureau puis le voir physiquement travailler. Ça me rassure. T'sais. Mais ça, c'est fou parce que si le besoin concret, c'est ça, à cette heure, dans des plateformes numériques, il y a moyen d'avoir ce contrôle-là puis de le tracker. Oui. Fait que, tu sais, autant qu'une personne est
être au bureau en présentiel. Autant qu'à ce temps, avec les systèmes numériques, tu peux pratiquement savoir ce que la personne fait dans tes systèmes informatiques. Fait que c'est encore pire que de savoir que la personne est au bureau. Tu as quasiment un contrôle encore plus. Puis tu peux faire un suivi encore plus grand. Puis ça, c'est si tu es un employeur qui décide d'aller dans cette direction-là. Je le recommande vraiment pas. 100%. Mais il y en a qui ont ce besoin de contrôle-là puis de supervision. Puis pour certains employés, c'est très nécessaire. Là, parce qu'il y en a qui volent du temps puis c'est déjà arrivé dans le passé. Ça va continuer de survenir dans le futur. Mais dans des situations comme ça, c'est sûr que si tu n'es pas prêt pour ton virage numérique en 2025, ça commence à urger. Sure. Oui, parce que comme tu viens de me dire, c'est vraiment dans les critères d'entrée. Mis à part le salaire puis la flexibilité de l'horaire, qu'est-ce qu'un candidat recherche en 2025, là, principalement? Mis à part la flexibilité de l'horaire puis le salaire, c'est sûr certain qu'il y en a qui vont rechercher tout ce qui est REER, les avantages sociaux, assurance collective, c'est quand même un plus pour des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé, CRZ, le fait d'avoir des assurances médicaments, ça a vraiment une grande valeur ajoutée quand même. Mais sinon, je pense que les gens vont rechercher beaucoup d'avoir du plaisir. Je crois pas nécessairement au contexte que au travail, c'est une deuxième famille. Là. Je crois pas à ça, mais je crois au fait que tu peux quand même développer des belles relations avec tes collègues de travail, puis avoir du plaisir, puis aller dîner toute la gang ensemble, puis avoir du fun. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, puis qui ont de la difficulté à le trouver dans leurs emplois. Puis encore une fois, c'est un peu comme la sphère des affaires. Si tu t'impliques pas dans cette direction-là, les autres s'impliqueront pas à ton égard dans cette direction-là. 100%. Fait que si tu veux bâtir des relations qui sont plaisantes avec tes collègues, il faut que tu t'investisses à cet égard-là aussi. Ça se passera pas juste de même. Là. Fait que c'est un peu un travail commun. Puis je pense que c'est aux employeurs de le mettre de l'avant puis de donner les opportunités que ça se passe. Puis après ça, c'est aux employés d'embarquer aussi. C'est malheureusement pas un travail qui dépend juste du boss. Là. Non, c'est sûr. Puis je peux comprendre aussi la perspective de l'employé qui trouve ça démotivant justement s'il n'y a pas de... qui n'a pas développé d'amitié ou de lien avec ses collègues, peut-être qu'il y a des irritants. C'est ton sentiment d'appartenance puis ton attachement est vraiment moins présent. Fait que tu es moins fidèle envers cet employeur-là. Fait que le jour où il se passe de quoi avec CXZ, où tu te fais approcher par un autre chasseur de tête pour un autre job, mais tu te dis, anyway, tout le monde ici, je les connais pas. Je suis un numéro, j'ai pas d'amis, j'ai pas de relation. Versus si t'es rendu avec 2 personnes là-bas, que tu t'en vas souper le soir avec eux autres tellement vous êtes rendus des bons chums. Attends une minute, mais que le chasseur de tête, il t'approche, tu vas y penser 2 fois avant de peut-être aller dans cette entrevue-là. Puis, je vais amener un autre point aussi, peut-être une autre réalité d'un salarié qui veut justement se trouver un emploi, mais que, tu sais, il y a l'économie des side gigs, de travail à temps partiel, un peu un deuxième job à ton compte, travailleur autonome et tout ça. Mais aussi de vouloir aller chercher une certaine stabilité financière avec un emploi, travailler peut-être à X nombre d'heures pour s'allouer du temps sur sa business. Je ne sais pas à quel point les employeurs sont ouverts à ça, à ce profil-là. Si on prend quelqu'un justement qui cherche un poste en administration, mais qui a un X nombre d'heures au niveau de sa business personnelle, je sais pas, est-ce que c'est... Je dirais qu'il y a moi, en tout cas, de la clientèle que j'ai, je le sais qu'il y a des belles ouvertures. Tout dépend dans quel domaine tu es un travailleur autonome, puis si ça amène une compétition directe avec si dans le même domaine, c'est sûr que exactement. À ce moment-là, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Mais tu sais, pour tout autre type de choses, exemple, si moi j'avais un employé qui décide, je sais pas, qui fait des rideaux chez eux à la maison le soir. You do you, là. Tu fais qu'est-ce que tu veux, c'est cool, c'est ton passe-temps. Moi, j'aime ça, jouer au golf 2 fois semaine. Exact. Mais toi, si t'aimes ça, prendre les 10 heures que moi, ça me prend, jouer au golf 2 fois semaine pour faire des rideaux, have fun. 100%. Tu comprends? C'est ton passe-temps. Si tu peux faire de l'argent dessus, amuse-toi. Oui, tu as raison. Mais tu sais, je dirais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui je me tiens que... Comme je disais, j'ai beaucoup de clients qui sont devenus pratiquement des amis. Puis je pense qu'on a tous ces points-là en commun, d'être un peu des valeurs qui s'alignent à ces égards-là. Fait que par le cercle d'affaires avec qui je suis, j'ai rarement entendu quelqu'un qui voudrait pas cette situation-là. Mais peut-être si ça n'a pas d'impact au travail. Ça n'a pas d'impact, c'est ça. C'est un bon point que tu as dit. Si ça rentre en compétition avec la business, OK, oui, là, tu peux peut-être aller chercher le client, c'est pas bon. Là. Mais comme si un employeur, au contraire... est pas ouvert à ça, que tu as ou parce que par peur que tu t'impliques pas assez dans la business, tu sais, comme, puis tu mets pas assez de temps ou tu travailles peut-être
sur ta business, sur les heures de Ouais, bureau, sur les heures de bureau, ouais. Là, il y a peut-être une discussion à avoir, mais je pense que tu es plus gagnant d'avoir une ouverture de toute manière. Même si la personne quitte parce que sa business, elle a explosé, puis il veut changer, faire une transition, de l'encourager là-dedans, puis de l'entourer. Puis je pense que cette personne-là, évidemment, cet ancien employé, va te garder en tête. Il va te parler en bien en public, puis à des personnes autour de toi, mais peut-être un potentiel pour un collaborateur, peut-être un potentiel investisseur, partnership. Tu sais jamais qui va finir où, là, surtout en tout cas, encore plus pour des jeunes entrepreneurs. Ouais. Je veux dire, tu sais jamais, là, dans 20 ans, là, en 20 ans, il y a bien des affaires qui se passent. Là, tu sais pas, fait que de toujours être correct avec tout le monde, c'est super important parce que tu sais jamais. Ça m'est peut-être arrivé à 2-3 reprises de me dire... ça, j'ai mal géré ça, puis ça me hante encore maintenant. Fait que si j'ai un conseil que je peux te donner, c'est justement de soyez tout le temps. En fait, c'est même pas gros, mais c'est juste que des fois, t'es sous l'émotion, puis tu vas te dire de quoi rapidement, et après ça, t'es comme man. Dans l'émotion. J'aurais pas dû dire ça, j'ai parlé dans l'émotion, j'ai envoyé un courriel dans l'émotion, etc. Puis là, après ça, tu le regrettes. Fait que, non, c'est de tout le temps essayer d'être le plus cool possible, puis de tout le temps essayer de traiter le monde le mieux possible. Puis, on est tout humain, là, je veux dire, il n'y a personne de parfait, puis ça, je le comprends, mais quand même, c'est le plus de rester, exactement, de rester dans cette ligne directrice-là le plus possible. Ça, c'est un bon point qu'on pourrait parler aussi. Évidemment, entretenir une relation, c'est primordial, justement, dans une situation de même, mais où, disons que tu as une situation difficile que tu vis au travail avec un collaborateur, un fournisseur ou un client qui est plus difficile, qui est demandant. Souvent avec des fournisseurs, dans mon cas, mais après ça, c'est le client. Le client a sûrement la même chose après ça, avec ses fournisseurs à lui. Puis là, t'es comme, je suis plus capable, puis là, tu réponds, puis tu envoies ton courriel, tu sais. Exact. Puis là, tu le relis une heure après, t'es comme, T'es comme, c'est un petit peu direct, un petit peu rough. Mais là, t'aurais peut-être dû attendre, mettons, 24 heures avant d'envoyer ton courriel puis le formater. Non, ça, c'est un bon conseil. Puis moi, tu vois, ça m'est arrivé, puis ça m'est arrivé juste une fois. Là. OK. Mais tu sais, j'ai fait juste une fois, puis ça a été... Tu m'as parlé de des apprentissages que tu as fait, ça, c'en est un. Quand tu sens que le cœur, il se met à pomper un peu plus vite, là, t'es aussi bien de le mettre de côté, ce dossier-là, puis tu y retoucheras dans 24 heures. Il n'y a rien de bon qui sort d'envoyer une réponse rapide à rien. Pantoute. Même chose en relation, by the way, une relation de couple, là, tu sais, des fois, absolument, c'est pas absolument. Je te confirme que nous autres, on n'est peut-être pas capable d'attendre les 24 heures. On le gère là, pareil, 24 heures après, là, on l'enjase, puis là, on a comme défusé, puis tout est beau, mais j'ai quand même une chance de pas avoir une relation vraiment, vraiment difficile. Là. Souvent, les gens on dit la clé en relation en général, c'est la communication. Fait que, tu sais, en affaires, au niveau personnel, amis, amour, de bien discuter avec la personne, de l'écouter réellement, tu sais. Exact. Honnêtement. Pas nice. On aborde la troisième partie de l'entrevue. J'aimerais que tu me parles un petit peu de tes objectifs, disons en janvier 2025. Où est-ce que tu aimerais te rendre? C'est quoi un petit peu les KPI? Où est-ce que tu aimerais rendre ton équipe, là, finalement? Amener ton équipe, finalement? Je te dirais que c'est une bonne question. Présentement, là, on vient juste de faire deux nouvelles embauches. Fait que, comme je disais, là, on est rendu 10 personnes. C'est beaucoup plus, là, dans une optique à très court terme. Là, si je parle de janvier 2026, c'est de consolider l'équipe, s'assurer que tout le monde livre la performance de la manière que, en fait, dans les standards de qualité qu'on veut livrer à nos clients. Puis c'est de mobiliser l'équipe à adhérer à la mission, puis la vision, puis les valeurs que j'ai dans un certain sens, qu'on a définies ensemble. Je pense que c'est beaucoup ça. Là, ça a été vraiment des pas de géant. Dans ce qu'on a fait, dans le développement des outils, dans le développement des procédures. Puis là, c'est beaucoup, toute l'équipe ensemble, c'est de se consolider, puis d'aller améliorer là, peut-être les petites failles dans nos approches, nos collaborations internes. Il y a des petites choses présentement qu'il faut qu'on remodule différemment. Mais c'est beaucoup ça, c'est de consolider ce qu'on a, bâtir là-dessus, puis pouvoir réouvrir les valves, comme qu'on dit en janvier 2026. J'aime ça. Présentement, c'est plus le petit step back, c'est de dire, mais je vais m'assurer que mes fondations sont solides. C'est ça. Parce que je veux pas, tu sais, la pire erreur que je veux faire, c'est de continuer de bâtir sur une fondation qui a une craque dedans, mettons, ou à un moment donné, être vraiment en angle, puis que ça plante plus tard. 100%. Fait que ce qui est important, c'est juste de s'assurer que je vais réparer. La fondation est forte. Exactement, la fondation est forte avant de partir. Puis je pense que tu viens de répondre à ma follow-up question, mais y a-t-il une chose qui te fait vraiment peur dans ton développement d'entreprise?
Pas tant. Je suis quand même quelqu'un de super confiant quand même dans ce qu'on offre, dans ce qu'on livre. Ce qui me fait peur, c'est des fois de me perdre moi-même là-dedans, dans le sens où tu deviens super focus. Puis ça vient avec une croissance très rapide, ça vient avec énormément de pression. Puis la pression, ça peut quand même venir altérer qui on est. Fait que c'est de pas trop se perdre là-dedans, d'être capable de rester grounded. C'est pas mal la seule chose, mettons, qui peut me faire peur, parce qu'en termes de... Pour moi, de l'argent, c'est de l'argent. Puis si jamais un jour ça va moins bien, ben, ça sera ça. Puis on va en faire d'autres. S'il faut que je parte une business à faire des rideaux à un moment donné, ça sera ça. Je suis un passionné des affaires. C'est les ressources humaines, oui, mais je pense que je suis un entrepreneur avant d'être un professionnel RH. Là. Fait que, nice. Tu vois, c'est une bonne question que je t'avais pas posée, mais tu te vois un petit peu plus comme un multi-entrepreneur. Tu sais, parce que tu as des entrepreneurs qui disent ça va être ma seule business dans ma vie. Je la vois croître, puis je veux jamais la vendre ou la fermer. Ça va être. Non, définitivement pas. J'aurais pas juste 3 entreprises. En fait, je dis 3, je viens de dire 3 parce que j'en ai déjà 3 officiellement, mais non, ça s'arrêtera pas là. Je suis quelqu'un qui veut avoir de multiples projets. Je suis passionné par trop de domaines d'affaires distincts. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait une force, puis qui fait en sorte qu'il y a des clients qui viennent vers nous. C'est, tu sais, quand je parle que je suis passionné d'affaires, je dis pas ça pour sonner bien. Là, je suis vraiment un passionné d'affaires. Je veux dire, moi, que ce soit une business qui est en construction, mettons, quand je m'implique là-dedans, mais je veux comprendre comment ça fonctionne, la construction. Je veux même que tu me montres comment ça se fait concrètement. Je suis quelqu'un qui aime apprendre plein d'affaires différentes. Je pense que quand tu as un désir d'apprendre, tu es appelé à aller dans différents domaines. Puis comme je suis un passionné des affaires, je serais pas surpris d'être rendu à 45 ans, d'avoir 10 entreprises. Faire des rideaux, peut-être. Oui, exactement. Tout est possible. Tout est possible. Ça peut être rentable. Moi, je t'encourage. Tous les business qui sont connexes. Puis après ça, je veux dire, tout le monde se donne de la business les uns aux autres. Il y en a plein qui le font, puis c'est des beaux modèles. Ben écoute, c'est quand même une vision utopique, là, mais tu dis, mettons, tu bâtis tellement un écosystème fort, plusieurs entreprises qui travaillent ensemble, qui viennent comme leurs propres fournisseurs. Je sais pas, tu pars une agence marketing, justement, qui fournit tes services marketing. Recrutement, bien évidemment. Exactement. Pourquoi pas? Tu peux avoir différentes business dans les services professionnels. Exactement. Tout est possible. Puis je pense que les contextes de des très grandes entreprises, c'est un peu ça. Ça a un peu partie de même. Ou du moins, je sais pas s'ils l'ont bâti comme ça, je connais pas l'historique qu'ils ont, mais est-ce que c'était par acquisition? Est-ce qu'ils sont allés chercher différents domaines, etc.? Possible. C'est toujours possible. Puis c'est ce qui est le fun d'être connexe, c'est que pour un seul entrepreneur, mettons pour une seule business, il y a plein de choses là, qu'elle doit faire affaire. Il faut qu'elle fasse affaire avec un notaire, un avocat, un comptable, peut-être une firme de consultation en ressources humaines, peu importe. Fait que quand tu es une agence qui est capable d'offrir un all-you-can-eat, tu es capable de ramasser toute cette business-là. Fait que tout ce qui est service connexe peut finalement, un peu du moins, peut-être avoir un boss commun quelque part là-dedans. Amener ton entreprise au prochain niveau. C'est ça. C'est le fun. C'est un méchant projet d'une vie, par exemple. Mais... c'est pour ça qu'on vit notre vie aussi, de bâtir. En tout cas, je trouve, là, en tant qu'entrepreneur, c'est le fun. On vit, puis il faut apprendre à aimer les hauts et les bas aussi, comme tu disais, dans le sens, tu peux avoir des saisons beaucoup plus difficiles, mais faut que tu aimes quand même ça. Faut que tu aimes la game tellement que tu es presque hâte à ces moments-là plus difficiles, puis les confronter. C'est ça. Je pense qu'on a un petit peu failé, là, mais c'est correct qu'on croit là-dedans. J'arrive avec mes 2 dernières questions pour l'épisode, Jacob. J'ai la question suivante. Ce serait quoi ta vision de succès si on mixe le personnel puis le professionnel? Wow! Si on mixe le personnel puis le professionnel, ma vision du succès, c'est définitivement d'avoir une famille. Ça, c'est sûr et certain. Je veux être dans une relation parce que je suis aussi heureux que je le suis présentement avec ma conjointe plus tard, qui va devenir ma femme à un certain point là-dedans. Let's go! Puis la mère de mes enfants aussi. Fait que, c'est sûr et certain que je pense que la famille a toujours été une priorité pour moi dans ma vie. Fait que ça, c'est numéro 1. Famille, santé. C'est sûr que ça passe avant le travail, peu importe. All right. Ensuite de ça, c'est d'être capable de trouver un équilibre de cohabitation entre l'aspect famille puis l'aspect du travail. Ça a l'air niaiseux là, d'un gars RH qui parle d'un bon équilibre vie personnelle, professionnelle. Mais je pense que c'est extrêmement difficile à bien atteindre. Puis je le vis présentement. Présentement, j'ai un équilibre qui est désastreux par rapport à ça. Puis ma vision du succès, c'est d'améliorer cet équilibre-là au point où je vais pouvoir être super présent dans la vie de mes enfants plus tard, dans ma famille, etc. Puis de trouver le moyen de faire les choses que j'aime à l'extérieur du travail aussi, même si j'adore travailler.
Trouver un moyen, tu l'as dit tantôt, trouver un moyen d'acheter du temps aussi. Exactement, tu sais, c'est de trouver le moyen d'avoir le temps nécessaire pour faire tout ce qui me plaît. Tu sais, j'aime ça être avec ma famille, je veux bâtir une famille, je veux bâtir mon entreprise, mais ça me prend le temps pour faire les deux aussi. Puis je pense que c'est très difficile à faire, mais comme je suis conscient que c'est difficile à faire, ben je suis conscient peut-être de la marche à suivre ou du moins de ce que je dois faire pour y arriver. Là. Puis si j'ai pas d'enfant, mais tu sais, je peux juste imaginer la valorisation que tu ressens quand tu dis je prends le temps d'être avec mon fils, avec ma fille. Ça doit être incroyable. Puis c'est un succès en soi. Ça, c'est... Ouais. Tu sais, je pense que de pouvoir être là pour ta famille, tu sais, puis une belle définition du succès quand même pour moi, c'est mon beau-père, tu sais, qui a une entreprise qui a énormément de succès. Mais qui a toujours été présent pour sa famille, qui allait chercher à l'école, il était tout le temps présent, à toutes les games de hockey, peut-être même trop présent au hockey. mais tu sais, qui prenait le temps. Mais tu sais, qui prenait le temps, puis qui a toujours été là, puis que la famille a toujours passé en priorité, puis pourtant, il y a eu du succès au bout, au niveau des affaires quand même. Fait qu'il n'a jamais dû mettre ça de côté pour avoir du succès, mettons, puis je pense que ça, c'est un beau modèle à suivre. Sure. C'est plus vrai ou tu sais c'est pas vrai la vision qu'on a dans je pense à travers la culture puis peut-être d'autres générations là, de dire le père de famille le pourvoyeur qui revient tard, qui s'occupe pas de sa famille, qui a pas le temps de jouer au ballon, mais je pense que c'est un choix. C'est un choix. Il y en a encore à ce jour, je pense que ça dépend de ta vision du succès, justement. Je pense que la question est bonne, puisque justement, le succès pour tout le monde, c'est subjectif. C'est pour ça que je pose. Exactement, c'est super subjectif. Il y en a peut-être que pour eux, ben, c'est ça qu'ils veulent, puis c'est ça leur vision du succès. Ça se peut, oui. Pour moi, ça ne l'est pas, mais ça ne veut pas dire que leur vision à eux pas. Oui. Tu as différents types de personnalités. Évidemment, tu as des gens qui sont un petit peu plus familiales, tu as des gens qui sont plus carriéristes, qui sont plus profs. Comme ça dépend de tes ambitions puis de ta vision du succès. Fait que c'est un peu pour ça que je la pose. Puis souvent, le succès, comme je disais dans plusieurs des entrevues, c'est qu'on l'associe à l'argent ou le montant ou le salaire que tu veux faire par année. Exactement. Mais c'est le fun aussi de vouloir faire du cash. Mais comme je disais, l'argent, peu importe t'en gagnes combien, t'en as jamais assez. Fait qu'ultimement... C'est un trou sans fin. C'est un trou sans fin, puis c'est un gouffre que si tu t'en vas dans cette direction-là, tu vas avoir de la difficulté à trouver ton bonheur. C'est de switcher un peu la vision, comment on voit l'argent, dans le sens comme... Puis, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, c'est surtout de le voir, on le réutilise comment? C'est un marteau, en fait. Là, comment tu le réinvestis dans ton entreprise. Je sais pas, tu peux le réinvestir aussi dans ta vie personnelle, sans dire de t'acheter le char de l'année, mais peut-être d'investir dans des expériences, des voyages, des trucs du genre. Fait c'est juste de dire, parce que, je l'ai vécu personnellement, puis de dire, comme, de faire de l'argent pour faire de l'argent, mettons, d'accumuler un chiffre dans ton compte en banque, mais tu sais pas pourquoi, ou t'es plus aligné. Mais là, tu peux créer de l'épuisement, puis de la déconnexion, de dire je travaille tellement fort. Des motivations, tu sais. Si tu te dis je pile, mais pourquoi? Tu ne l'utilises jamais. Puis que, oui, je suis pour que tu aies un fonds puis une réserve. Je sais pas, c'est 100%. 100%. Ça, c'est bien, mais tu sais, autre chose. À un certain point, si tu piles pour piler puis que tu es séraphin tu l'utilises pour rien, ben là, attends, je dis, tu as le droit de vivre au travers que tu piles aussi. Là, c'est ça. Bon, on fait de l'argent pour ça, pour l'utiliser. Tu sais. Fait que ça, c'est intéressant. Puis j'ai la dernière question qui fait un sens avec l'avant-dernière. Évidemment, bon, tu as 27, j'ai 25. Je viens d'avoir 20. Non, mon Dieu, je viens d'avoir 26. On va modifier la question. Si tu avais l'opportunité de parler à une version de toi-même de 18 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Ouais, c'est drôle parce que si je voyais la personne que j'étais à 18 ans, je dirais rien pantoute, honnêtement. C'est vrai, tu m'avais dit ça. C'est vraiment drôle parce que je pense que le monde va tout le temps arriver un peu avec des concepts, tout ça. Puis, j'ai rien à y dire parce que je pense que ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-ci. Puis je suis quelqu'un qui est beaucoup en observation des autres, comment ils font les choses. Je suis pas quelqu'un qui va demander tant que ça des conseils aux autres. J'aime beaucoup apprendre par moi-même. Je suis autodidacte. J'aime me planter, me relever puis me dire « Ah, tu vois, ça marche pas. » C'est sûr, je suis toujours preneur des conseils pour éviter de le faire à un certain degré. Mais je pense que la personne que je suis maintenant, c'est le fruit des tentatives que j'ai faites à gauche puis à droite, puis des essais que j'ai faits, puis de m'être planté, puis j'ai appris de plusieurs décisions que j'ai prises, puis je pense que si j'étais arrivé avec un conseil à cette personne-là, il était trop boqué pour écouter le conseil, puis il l'aurait fait pareil, fait qu'il n'y a pas rien à dire, juste à le laisser aller, puis il devrait finir par bien aller. C'est drôle parce que tu m'avais répondu exactement ça pendant notre rencontre de préparation, puis j'étais comme ça la première fois que je me fais dire ça, tu sais, de genre, je dirais rien, tu sais, c'est un peu vivre des expériences. Puis, c'est exactement, non, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, tu sais, je pense qu'à un certain point,
chaque personne a besoin de vivre ses propres expériences pour apprendre. J'ai peut-être cette notion-là encore plus ancrée chez moi que chez d'autres personnes. Fait que, tu sais, il y a bien des gens, des fois, qui vont me dire « Ouais, ça, tu devrais pas faire ça de même. » Je suis comme « Ouais, mais tu n'as pas vu quand c'est moi qui le fais. » Fait que là, ben, je l'apprends de cette manière-là, puis je me plante, moi, avec, comme tout le monde l'a fait avant, mais au moins, après ça, on dirait plus « Ah, tu sais, qu'est-ce que tu m'as dit? » T'avais raison. Mais là, c'est ancré. Là, j'ai appris, puis j'ai besoin d'apprendre par moi-même. Nice. Puis dans la vingtaine, c'est exactement ça. T'sais. Parce que tu n'as pas de référent, ben, tu peux avoir des gens dans ton entourage qui te conseillent, qui te motivent, mais en réalité, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ben oui, jouer safe, c'est pas la bonne idée. Ben non, exactement. Puis le grand défaut d'être confiant, c'est que quelqu'un qui te donne un conseil, ben c'est qu'il dit « Ouais, ça, tu vas voir, ça fonctionne pas. » Puis là, mais moi, je suis confiant, je me dis « Ouais, mais moi, de la merde, je le fais, ben ça moi, va je vais marcher. Faire, ça moi, va ça va faire, ça va marcher. » Ouais. Tu es un peu aveugle dans ta confiance. Puis là, finalement... De la naïveté, là, de la jeunesse. C'est exactement. Fait que là, moi, je me dis, moi, j'ai 27 ans, je m'en viens changer le monde. Ah, 100%. Puis finalement, tu changes rien pendant tout. Puis tu te plantes toi avec. Finalement, t'es confronté aux mêmes réalités que tout le monde, un peu. Puis, ouais, non, 100%. Tu peux avoir un discours de genre, ouais, mais attends, quand tu vas vivre la vraie vie, c'est ça. Tu vas peut-être changer ton mindset un peu puis l'ajuster. Puis ce qui est drôle, c'est que les gens qui sont plus vieux, ils me voient aller sur certaines choses, puis ils sont comme, il va se planter. Puis c'est sûr. Ben, tu non, 100%. Ouais. Exact. Fait que c'est comme drôle, mais en même temps, j'ai besoin justement de me planter. Fait que, exact. Voilà. Pretty nice. Mon Dieu, c'était une belle entrevue. Ouais, merci à toi. J'ai adoré. Ben, écoute, merci à toi de ton intérêt, ta participation puis ton temps. Ce que je propose à mes invités, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Fait que tu te souviens, je t'avais dit justement au mois de janvier 2026 où est-ce que tu vas être rendu et tout ça. On va pouvoir s'y référer. 3 employés de plus, finalement. Mariés, des enfants, en tout cas. Mais... Je suis rendu à 4. On les a tous adoptés d'un coup. Non, mais fait que, oui, dans 6 mois, j'aimerais vraiment que tu reviennes au studio. Puis, je veux dire, justement, What's New, What's Next, les nouveautés, ça va être super pertinent. Puis, je te remercie encore pour ton temps. C'est vraiment un bel épisode. Où est-ce qu'on peut te contacter pour travailler avec toi, finalement, travailler avec moi, ben écoutez, dans le fond, directement sur notre site web, il y a toutes les informations nécessaires au firmedrh.com. Perfect. Tout simplement. Simple que ça. Yes. All right. Merci, mon cher. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.